Monsieur, j'ai été infiniment touchée par votre lettre et je vais tâcher de répondre tout simplement à vos questions. Je suis française de naissance, bien que née par hasard en Belgique. J'ai acquis en 1947 la nationalité américaine, mais je suis restée totalement française d'habitude et de culture, bien que j'ai vécu dans tant de pays que j'ai peine à me croire par moments une nationalité quelconque. Je n'ai repensé à mes origines flamandes que sur le tard, lors de la rédaction d'Archives du Nord. En me penchant sur mes ancêtres, j'ai cru reconnaître en moi un peu de ce que j'appelle la lente fougue flamande. Quand j'analyse mes proches ascendants, je crois ça et là découvrir entre eux et moi certains communs dénominateurs, mais il y en a aussi avec vous, avec n'importe qui. J'appartiens à la pâte humaine plutôt qu'à une ou plusieurs familles. Il est presque impossible dans ce monde en perpétuel état de flux de distinguer ce qui vient des ancêtres, ce qui vient de l'éducation, de ce qu'on a cueilli dans l'air du temps ou de ce qui vient d'autres voies plus inexplorées. Tout au plus pourrais-je dire qu'il y avait peut-être dans ma famille paternelle une certaine vigueur, une certaine capacité d'élan et de résistance dont j'ai probablement hérité. Par mes attaches flamandes, j'ai l'impression d'être reliée à Bruegel, par une certaine sensibilité particulière qui n'a tout à fait pris forme qu'entre la mer du Nord et la Meuse au cours du XVIe siècle. Je trouve chez ce peintre une sorte d'inquiétante préfiguration du monde qui nous entoure, une radioscopie du monde humain tel que nous ne pouvons plus ne pas le voir et en souffrir. C'est sans doute pour cette raison que, comme Zénon dans l'œuvre noire, j'apprendrai jusqu'à mon dernier souffle. Mais je suis française autant que flamande, et pas seulement parce que la moitié de ma famille paternelle était d'origine des environs de Béthune, il n'a jamais parlé flamand, et que ma famille maternelle, belge et wallonne, était entièrement d'expression française. Chose plus importante et plus vérifiable que ces identifications par le sang ou la langue, je suis française de culture, tout le reste est folklore. Mais la culture française, comme toutes les cultures, petites ou grandes, se sclérose et s'étiole dès qu'elle refuse de faire partie de la culture universelle. J'ai plusieurs cultures comme j'ai plusieurs pays. J'appartiens à tous. Mon pseudonyme a été choisi vers ma 17e ou 18e année, époque de la publication de mes premiers poèmes. C'était un jeu entre mon père et moi. Mon père m'offrait pour cadeau de Noël la publication de mon poème sur Icare. Il m'a dit « Préfères-tu prendre un pseudonyme ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr ». Nous avons cherché, nous nous sommes amusés à faire des anagrammes du nom de Crayoncourt, déplaçant les mots, les lettres sur une feuille de papier, et nous sommes tombés sur Yourcenar. J'aime beaucoup les Grecs, c'est une très belle lettre. On dirait que cela signifie toutes sortes de choses, comme la croisée des chemins ou un arbre, car c'est surtout un arbre, aux bras ouverts. Alors nous nous sommes dit, très bien, va pour les Grecs. La décision était due à une recherche de liberté, de détachement du milieu familial, ou du moins d'une partie de celui-ci, peut-être à l'obscur sentiment qu'un changement de nom est de mise quand on entre en littérature, comme lorsqu'on entre en religion. L'adaptation à ce pseudonyme a été très rapide, et il a très vite remplacé mon nom légal. Je me pense sous ce nom, pour autant que je pense à moi sous un nom, depuis plus de 45 ans. Je doute que le choix de ce pseudonyme ait été d'une grande importance quant au déroulement de ma carrière. Son défaut est qu'il ne se rattache phonétiquement ou sémantiquement à aucune langue. Il a pu faire croire à quelques lecteurs qu'il s'agissait d'un écrivain d'origine étrangère. Je n'ai pas pensé à changer de prénom, non, parce que le prénom c'est très moi. Je ne sais pas pourquoi, on s'imagine mal avec un autre prénom. Peut-être parce qu'on l'a plus souvent entendu, enfant. Marguerite me plaisait assez. C'est un nom de fleur. Et à travers le grec qu'il a emprunté au vieil iranien, cela veut dire perle. C'est un prénom mystique. C'est un nom qui me plaît parce qu'il n'est d'aucune époque et d'aucune classe. C'est un nom de reine et c'est aussi un nom de paysanne.
Que représente pour moi le fait d'habiter dans ma maison de petite plaisance aux États-Unis? Que dirais-je? L'île de Mont-Désert au nord-est des États-Unis est une espèce de Corse située sous un climat presque polaire. Ce n'est pas sans regret que je suis restée si longtemps éloignée de l'Europe, mais mes arrangements personnels et financiers ne me permettaient pas autre chose. Le hasard veut que les États-Unis m'aient donné la sécurité et la paix nécessaires pour écrire. J'ai souvent souffert ici d'une grande solitude intellectuelle. Mais cet isolement dont je me plains a été dû aux conditions même de mon travail et à une santé fragile qui supporte mal la vie agitée des grandes villes. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que le même isolement n'aurait pas été mon lot en Europe. Il est partout difficile, à notre époque confuse et dissociée, d'établir des contacts valables et durables avec des esprits à peu près pareils aux siens. Faut-il avouer cependant que la maison de petite plaisance n'est rien pour moi qu'un des hasards de ma vie, que j'y suis comme je serais dans un village d'Alécarlie ou de Bretagne ou du Wurtemberg, satisfaite seulement d'être à la campagne, si l'on peut dire que mon désert soit encore à la campagne, qu'une maison est pour moi un lieu où prendre un bain chaud et entreposer mes livres, et que le principal mérite de la petite maison où je suis est d'avoir un demi-hectare de terrain où poussent des arbres, et où l'on peut espérer garder ceux des oiseaux que les insecticides et la pollution de l'air n'ont pas tués. Il y a bien des moments où cette maison me semble une prison, mais comme dit Shakespeare, c'est le monde qui en est une. Et à notre époque, surtout, on peut à peine se plaindre que les circonstances nous aient parfois poussés où nous n'avions pas compté aller. Du point de vue du travail littéraire, je me dis parfois que la vacuité, l'isolement moral, la dureté d'un paysage si différent de ceux que j'ai autrefois vécus, et sa désolation hivernale, auront du moins eu cet étrange mérite de rompre certains liens et certaines associations d'idées auxquelles je croyais tenir plus que tout, et de m'obliger à une sorte d'ascèse de l'esprit. À Jean-Paul Alardin, étudiant, 5 février 1966. Monsieur, les deux questions que pose votre questionnaire sont bien complexes et bien vastes. Je tente d'y répondre le plus brièvement possible. Comment parler aux hommes? Simplement, lucidement, sans lieu commun d'aucune sorte, sans concession à la paresse du lecteur, mais aussi sans obscurité voulue, sans fausse élégance, sans affectation de vulgarité, sans jargon d'école, sans concession envers la mode d'aujourd'hui qui sera ridicule demain, sans désir de choquer pour le plaisir de choquer, mais sans jamais hésiter à le faire si on le croit utile, sans rien sacrifier des complexités, mais en s'efforçant de présenter celle-ci le plus clairement possible. Le mérite d'un écrivain, sa valeur humaine et paradoxalement la beauté de son style se mesurent en grande partie à sa capacité d'exprimer l'essentiel. Que faut-il dire aux hommes? La vérité sur tous les sujets. Bien cordialement à vous, Marguerite Yourcenar. Chère Madame, on ne dira jamais assez que l'exploitation illimitée de l'animal par l'homme, le libre exercice de sa brutalité, de son sadisme, ou ce qui est peut-être pire encore, de son épaisse indifférence à l'égard de ces êtres engagés comme lui dans l'aventure d'exister, est une des formes du mal. Et c'est une forme qu'aucune religion, aucune morale n'a eu le courage de dénoncer ni même de regarder en face. Et il semble bien que l'immense développement actuel des moyens techniques, loin de diminuer quelque peu, comme on l'aurait cru, la souffrance inutile, servent souvent davantage à l'augmenter et tendent à oblitérer encore davantage la compréhension et la sympathie de l'homme envers ce qui est vivant. L'homme a peu de chances de cesser d'être un tortionnaire pour l'homme, tant qu'il continuera à apprendre sur la bête son métier de bourreau. Chère mademoiselle, vous me demandez de vous éclairer sur ma position quant au féminisme. D'accord, pour toutes les conquêtes pratiques et légales, nous visons l'égalité totale de tous les êtres humains, sans distinction de sexe et de couleur. Mais plusieurs choses me restent sur le cœur à l'égard du féminisme. D'abord, la haine de l'homme.
Pas plus bête, me direz-vous, que la misogynie des hommes, non certes, mais autant. Nous sommes tous de pauvres bougres. Autre grief, la mode, avec son grossier commercialisme et son mépris de la femme. Tant que les femmes seront avides de s'y soumettre, elles resteront des mineurs. Et maintenant, le centre même de l'objection. Je n'aime pas voir la femme adhérer à la civilisation masculine du gâchis, de la concurrence, de l'industrialisme exacerbé, malfaisant et futile. Je n'aime pas la voir s'imaginer qu'alimenter des ordinateurs est une tâche plus noble que récurer le plancher. Que les circonstances économiques l'y obligent, je le veux bien. Mais la civilisation à laquelle j'aspire n'aurait pas de place pour le féminisme militant, non plus que pour l'agressive masculinité. Et tout le reste ne me paraît faire qu'ajouter à notre chaos, pour ne pas dire à nos désastres. Pourquoi les femmes s'enferment-elles si souvent dans leur petit monde étroit, prétentieux, pauvre? Je pense à la phrase que je fais employer à Adrien. Je retrouvais le cercle étroit des femmes, leur dur sens pratique et leur ciel gris dès que l'amour n'y joue plus. Je ne veux pas dire que l'homme ait toutes les vertus, le monde en ruine où nous vivons prouve le contraire. Mais je pense que c'est en partie au misérable petit égoïsme de la dame très bien qui sent la lavande et s'offre une petite vie harmonieuse que nous sommes redevables du fait que le chaos continue et grandit. En ce qui me concerne, je resterai jusqu'au bout stupéfaite que des créatures qui, par leur constitution et leur fonction, devraient ressembler à la terre elle-même, qui enfantent dans les déjections et le sang, que la menstruation relie au cycle lunaire et à ce même mystère du flot sanguin, qui portent, comme les douces vaches, un aliment primordial dans leurs glandes mammaires, qui font la cuisine, c'est-à-dire qui travaillent sur la chair morte et les légumes encore incrustés de terre, qui enfin, dans leur corps, dans leur visage, dans leur lutte désespérée contre l'âge, assistent perpétuellement à la lente destruction et corruption des formes, font face jour après jour à la mort dans les rides qui s'approfondissent ou les cheveux qui grisonnent, puissent être à ce point factices. Factices quand on a affaire à la poupée peinture lurée qui veut séduire par des moyens qui sont ceux de la prostitution. Quel que soit d'ailleurs son état social, et peut-être plus factice encore quand il s'agit de la dame bien. On cherche vainement la femme. À Noël 66, à Georges de Créancourt, le neveu de Marguerite, le fils de son demi-frère Michel. Mon cher Georges, tous mes meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An pour vous et pour les vôtres. Alors, je suis arrivée au Mont-Noir vers l'âge de 6 semaines. Mais le Mont-Noir n'a jamais été qu'une demeure d'été. Les plus forts souvenirs, mes plus forts souvenirs sont là, parce que j'y ai appris à aimer tout ce que j'aime encore. L'herbe, les fleurs sauvages, les vergers, les arbres, les sapinières, les chevaux et les vaches dans les grandes prairies. Il y aurait beaucoup à dire sur les personnes qui ont vécu sous ce toit depuis votre redoutable arrière-grand-mère, Madame Klinewerk, jusqu'au domestique, le cocher Achille, le jardinier Hector, la cuisinière Julienne, la grosse Madeleine, le valet de chambre Joseph. Tous ces gens-là vivaient dans les sous-sols, la grande cuisine toute noire où brillaient les cuivres, la laiterie avec ses pots de grès pleins de beurre salé, et la salle des gens avec sa grande table ronde située juste en dessous de la salle à manger des maîtres, et plus gaie que celle-ci. Voilà pour une partie du décor que j'ai enregistré avec des yeux de toute petite fille. La plupart des gens qui parlent du passé le font soit sur un ton de plaisanterie, de supériorité, comme pour s'excuser d'avoir connu un état de choses si suranné, soit nostalgiquement, et en voyant tout en beau. Les deux attitudes sont erronées. Il y avait à prendre et à laisser dans cette vie au Mont-Noir, comme partout ailleurs. Le reste est pour le livre que j'écrirai un jour. Tous mes vœux encore pour une bonne année, Marguerite. Septembre 1970, à Louise de Borcrave, l'épouse de son demi-frère. Ta charmante lettre m'a ravie, chère Louise. L'honneur que je viens de recevoir de la Belgique m'a naturellement fait grand plaisir. Depuis l'œuvre noire, il me semble que je suis de chez vous, un peu plus qu'autrefois.
Et j'ai comme le sentiment qu'on vient d'élire à l'Académie de Belgique, non pas tellement moi, mais un ami très cher, qui est Zénon. Je suis bien coupable de n'avoir pas répondu à ta dernière lettre. Le succès populaire de l'œuvre noire m'a évidemment été agréable, mais on est débordé par ce flot d'êtres humains qui demandent une lettre, une réponse, une conversation, et auxquels il faut bien dire oui, ou du moins ne pas toujours dire non, parce qu'on est frappé en eux par une espèce de misère, un besoin passionné que quelqu'un les comprenne, ou au moins les entende, et qui se jette pour obtenir tout cela sur la première personne dont momentanément on parle. Ta lettre concernant les mémoires d'Adrien et l'œuvre noire m'a fait un immense plaisir. Tu as raison de dire que ces deux personnages, l'empereur reconstruit et le philosophe imaginaire, ont entre eux certains rapports, ceux de l'intelligence surtout, de la curiosité jamais lasse, et quand il faut, du froid pragmatisme, et la même volonté de servir et de remplir son office, un d'homme d'État et l'autre de médecin, sans grandes illusions sur ceux qu'ils servent et sur le résultat final. Les différences entre Adrien et Zénon sont surtout dans le conditionnement par l'époque et le milieu. Adrien a toute sa vie cette aisance qui est celle de l'homme libre et du patricien antique. Il n'a jamais imaginé qu'il pût être menacé ou persécuté pour ses façons de penser, de sentir, de vivre. La vieillesse même le ramène à une sorte de conservatisme et d'assurance impériale, respectueux jusqu'au bout des valeurs et des institutions romaines. Au contraire, Zénon est souterrain, secret, subversif par nécessité. Il n'est bientôt plus à aucun degré le soutien d'aucune institution, ni l'adhérent d'aucune doctrine. Et puis il y a aussi mon conditionnement à moi. Écrit entre 1948 et 1950, le livre sur Adrien s'accroche à l'image d'un homme de génie qui sera en quelque sorte l'idéal anti-Hitler ou anti-Staline. Il s'agit du développement harmonieux d'un être humain, soumis seulement à sa propre discipline et capable de retrouver en soi un équilibre humain, même après ses secrets désastres. Zénon, achevé 15 ans plus tard, et quelles années de descente en spirale dans le désillusionnement et l'atroce, est en proie comme nous tous à l'horreur spécifique du monde et de la vie telle qu'il nous entoure, et de l'humain lui-même. Il commence à s'apercevoir que tout l'effort des hommes s'est peut-être engagé dans une direction sans issue. Affectueusement, Marguerite Yourcenar. 22 octobre 1979, à Jean d'Ormesson. Cher monsieur, je viens à la fois vous remercier de votre admirable article du magazine littéraire et de votre lettre du 2 octobre, à laquelle les circonstances m'ont empêché de répondre aussi vite que j'aurais voulu. Vous savez mes sentiments sur le sujet dont vous voulez bien vous occuper, mon élection à l'Académie française, avec tant d'élan et de patience à la fois, du moment que je ne suis pas obligée de faire acte de candidature, ce à quoi je répugne instinctivement, et d'autant plus que ma qualité de femme rend en quelque sorte cette démarche plus voyante encore. Et du moment que je ne suis pas non plus obligée à une résidence fixe à Paris, même pour une partie de l'année, rien, certes, ne me ferait refuser l'honneur que vous souhaitez si généreusement pour moi. Le faire me paraîtrait insulter à plus de 3 siècles d'histoire littéraire française. Mais oserais-je dire que je ne suis nullement atteinte de la fièvre verte? Je ne contrarierai pas ce projet qui vous tient si amicalement à cœur, s'il est réalisable dans les conditions que vous m'indiquez. Et s'il faut que je succède à quelqu'un, je serai honoré que ce soit à Roger Caillois. Croyez, je vous prie, cher monsieur, avec mes remerciements renouvelés à l'expression de tous mes sentiments les meilleurs, Marguerite Yourcenar. 20 mai 1980, cher Jean d'Ormesson. Merci de m'indiquer qu'une grande latitude m'est laissée quant à la date de la réception à l'Académie. Elle dépend en partie de la date à laquelle je puis envisager de terminer mon discours, l'oraison funèbre de Roger Caillois, en partie à d'autres visites à faire en Europe. Pour la cérémonie, coupole ou pas coupole, à vrai dire, je souffre physiquement de la foule jusqu'à risquer l'évanouissement ou à ne triompher de cette phobie qu'au prix d'un long épuisement dans les jours qui suivent. De plus, et tout en continuant à refuser l'uniforme, la cérémonie dans ce cadre officiel obligerait à en donner comme un léger rappel au féminin, ce à quoi il faudra aussi penser. Quant à l'énumération
d'une broche, un diadème, un éléphant vivant que j'aimerais l'accepter, mais il me faudrait aussi une écurie et un cornac, et les enfants du village ne quitteraient plus ma porte, ou d'une piscine de porphyre. Votre imagination entraîne la mienne. À la vérité, un don fait en esprit n'a pas besoin d'être concret. L'intention seule m'en suffit. Mais si quelques personnes tiennent vraiment à s'inscrire pour donner quelque chose, j'aurai mauvaise grâce à les décourager entièrement. Vous savez mon goût pour les choses de l'Extrême-Orient. Je pense à une petite statuette ou à un tabernacle siamois, mais vraiment assez petit pour être tenu révérencieusement dans les deux mains, ou encore à une dague tibétaine de bronze ou de bois, celle qui sert à tuer le moi, aux angles d'ailleurs si émoussés qu'on ne pourrait s'y couper. J'ai dit naguère que ce genre de dague serait la seule épée que j'accepterais jamais. Avec toutes mes amicales pensées, Marguerite Yourcenar. Messieurs, comme il convient, je commence par vous remercier de m'avoir, honneur sans précédent, accueilli parmi vous. Je n'insiste pas, ils savent déjà tout cela, sur la gratitude que je dois aux amis qui, dans votre compagnie, ont tenu à m'élire sans que j'en eusse fait comme l'usage m'eût obligé la demande, mais en me contentant de dire que je ne découragerai pas leurs efforts. Ils savent à quel point je suis sensible aux admirables dons de l'amitié, et plus sensible peut-être à cette occasion que jamais, puisque ces amis, pour la plupart, sont ceux de mes livres, et ne m'avaient jamais ou que très brièvement rencontré dans la vie. D'autre part, j'ai trop le respect de la tradition là où elle est encore vivante, puissante, si j'ose dire, susceptible, pour ne pas comprendre ceux qui résistent aux innovations vers lesquelles les pousse ce qu'on appelle l'esprit du temps, qui n'est souvent, je le leur concède, que la mode du temps. Je comprends l'inquiétude qu'on ressent toujours en ne changeant qu'une seule pierre à un bel édifice debout depuis quelques siècles. Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi incertain et flottant, cette entité dont j'ai contesté moi-même l'existence et que je ne sens vraiment délimiter que par les quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici, tel qu'il est, entouré, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû peut-être recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Toutefois, n'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d'un siècle que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. En d'autres termes, c'est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France pour quelques femmes tout ensemble une vocation et une profession. Et cet état de choses était encore trop nouveau peut-être pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Madame de Staël eût été sans doute inéligible de par son ascendant suisse et son mariage suédois. Elle se contentait d'être un des meilleurs esprits du siècle. George Sand eût fait scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions qui font d'elle une femme si admirablement femme. La personne encore plus que l'écrivain devançait son temps. Colette, elle-même, pensait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix, et je ne puis qu'être de son avis, ne l'ayant pas fait moi-même. Mais remontons plus haut. Les femmes de l'Ancien Régime, reines des salons et plutôt des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil, et peut-être eussent-elles cru déchoir en le faisant de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois, et fréquemment ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie. Coutume qui, m'assure-t-on, a duré jusqu'à nos jours. Elle se souciait fort peu d'être elle-même candidate. On ne peut donc prétendre que dans cette société française si imprégnée d'influences féminines, l'Académie ait été particulièrement misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuit, et de ma part quasi involontaire, qui m'est fait. Je n'en ai d'ailleurs que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir le seuil.
Messieurs, laissons cela. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ce rite émouvant qui consiste à louer publiquement un mort. Roger Caillois, à Jean Guéhenno, mars 1978. Cher monsieur et ami, j'ai ouvert votre lettre avec un peu de honte car je me proposais depuis 3 mois de vous écrire. Mais j'ai été enneigée sous le travail. Correspondance due au succès imprévu d'Archives du Nord, correction d'œuvres à reparaître, et enfin, car les romanciers sont incorrigibles, un nouveau roman. Ce sera un homme obscur, court celui-là, que je m'offre en guise de vacances. Peut-être parce qu'il y a des choses et des sentiments très déliés qu'on peut mieux exprimer à travers des personnages qu'à partir de soi. Mais quelle entreprise que ce court roman. Mon personnage, Nathanaël, est presque un innocent, un jeune ouvrier autodidacte qui, au cours d'une vie difficile, approche de très près la philosophie, la sainteté, la poésie, sans trop savoir en quoi ses réalisations consistent. Arriverai-je à décrire cet homme qui ne passe pas, ou à peine, par les mots? Pendant quelques jours, Nathanaël ne sortit pas. À peine s'il passa de temps à autre par la porte, sa tête aussitôt flagellée par des cinglés de sable. Il se disait qu'une vague de plus, un souffle de plus, et non seulement la tremblante chaumière s'effondrerait sur lui, mais encore l'île tout entière disparaîtrait, ne serait plus sous la mer refermée qu'un de ces bancs de sable ou une de ces épaves dangereuses aux navires vivants. Cette masse de sable issue des eaux s'y abîmerait un jour, mais l'heure, le jour et l'année en étaient incertains, comme ceux d'une mort d'homme. Une nuit, le vent tomba, et tout sembla merveilleusement calme. Bien avant l'aube, il endossa sa chemise, enfila sa culotte et sa veste, mit ses chaussures, avec ce halètement que lui causait toujours l'acte de se baisser. Il ferma soigneusement derrière lui la porte pour l'empêcher de battre. Le noir du ciel tournait au gris, indiquant qu'on allait vers le matin. Il se dirigea vers l'intérieur de l'île. De ce côté-ci, on ne trouvait que l'herbe rase et les plantes très basses traînant sur le sol, sous lesquelles transparaissait le sable. Il savait, mais sans se sentir obligé de se le dire, qu'il faisait en ce moment ce que font les animaux malades ou blessés. Il cherchait un asile où finir seul. À chaque pas qu'il faisait, il songeait qu'il pourrait encore rebrousser chemin et aller manger dans son réduit sa bouillie du soir. Mais à chaque pas aussi, la fatigue et le manque de souffle eussent rendu ce retour plus difficile. Enfin, il parvint dans le creux qu'il cherchait. Des arbousiers y poussaient çà et là, refuge des oiseaux et au printemps des nids. Entre-temps, le ciel tout entier était devenu rose de toutes parts, les nuages bas reflétant l'aurore. Le grand bruit des vagues ne s'entendait plus à cette distance. On était bien là. Il se coucha précautionneusement sur l'herbe courte, près d'un bosquet d'arbousiers qui le protégeait d'un reste de vent. Il songea pourtant que, si par hasard il mourait ainsi, il échapperait à toutes les formalités humaines. Personne ne l'irait chercher là où il était. Ce qu'on retrouverait au printemps, quand les braconniers viendraient, ne vaudrait pas la peine d'être mis en terre. L'heure du ciel rose était passée. Couché sur le dos, il regardait les gros nuages se faire et se défaire là-haut. Il tenta de ne pas tousser, ne trouvant plus utile de dégager sa poitrine prise. Il avait mal au-dedans des côtes. Il se souleva un peu pour obtenir quelque soulagement. Un liquide chaud bien connu lui emplit la bouche. Il cracha faiblement et vit le mince filet écumeux disparaître entre les brins d'herbe qui cachaient le sable. Il étouffait un peu, à peine plus qu'il ne faisait d'habitude. Il reposa la tête sur un bourrelet d'herbe et se cala, comme pour dormir. À Jean Guéhenno, avril 85, je travaille actuellement beaucoup à la 3e partie de la trilogie familiale. Février 86, je suis maintenant environ à la moitié de Quoi l'éternité. Mars 86, le 3e volet pourrait paraître même inachevé si un hasard quelconque m'empêchait de le finir. Novembre 86,
Je suis maintenant environ à la moitié de quoi l'éternité. Et je ne sais encore que penser de ce livre. Vous avez vu où se situera le nœud du problème pour le 3e volet du Labyrinthe du monde. Parmi les êtres qui restent à décrire, comme Michel, mon père, il y a l'enfant qui grandit, à qui je ne peux pas faire la part plus petite qu'aux autres, seulement parce qu'elle est un premier état de moi-même. Mais l'introduction de cette nouvelle et passagère entité est déroutante pour le moi qui parle. L'enfant a environ 6 semaines. Comme la plupart des nouveau-nés humains, elle fait l'effet d'un être très vieux qui va rajeunir. Et en effet, elle est très vieille, soit par le sang et les gènes ancestraux, soit par l'élément que, par une antique métaphore, nous dénommons l'âme. Elle a traversé des siècles. Les temps qu'elle vivra seront les pires de l'histoire. Elle verra au moins 2 guerres mondiales. La torture, qu'on croyait reléguée dans un pittoresque Moyen-Âge, redeviendra une réalité. La pullulation de l'humanité dévalorisera l'homme. Des moyens de communication massifs au service d'intérêts plus ou moins camouflés déverseront sur le monde un opium du peuple plus insidieux qu'aucune religion n'a jamais été accusée d'en répandre. L'homme arrachera ses propres poumons. Les grandes forêts vertes, l'eau, l'air et la protectrice couche d'ozone seront souillées et gaspillées. Sa vie personnelle se déroulera du mieux qu'elle pourra à travers tout cela. Mais il est trop tôt pour parler d'elle. Laissons-la dormir sur les genoux de sa nourrice, sur la terrasse, ombrage des tilleuls. Laissons ses yeux neufs suivre le vol d'un oiseau ou le rayon de soleil qui bouge entre 2 feuilles. Le reste est peut-être moins important qu'on ne croit.